Louis de Funès a fait rire des millions de spectateurs avec un corps qui semblait monter sur ressort. Un sourcil qui explose, une main qui claque, une colère qui grimpe en 3 secondes et la salle entière partait avec lui. Mais derrière cette mécanique comique presque parfaite, il y avait un cœur qui, à partir du milieu des années 1970, ne suivait plus. La promesse est simple, comprendre comment un homme que les médecins avaient poussé à ralentir, parfois même à s'éloigner des plateaux, a réussi à revenir encore, malgré les alertes cardiaques, malgré la peur des producteurs, malgré un corps qui lui imposait désormais des limites. Et surtout, comprendre le prix réel de ce rire, pas le prix en argent, le prix en fatigue, en tension, en sacrifice, en silence. Car Louis de Funès n'a pas seulement été un acteur comique, il a été une machine de précision. Et quand cette machine s'est arrêtée brutalement, tout le cinéma français a compris une chose. Derrière le visage le plus nerveux de France, il y avait un homme beaucoup plus fragile qu'on ne voulait le voir. Pour mesurer le choc, il faut d'abord oublier l'image du vieux maître installé dans la gloire. Louis de Funès n'est pas devenu immense à 20 ans. Il n'a pas connu une ascension rapide et confortable. Pendant longtemps, il a été un second rôle, parfois une silhouette, un visage qu'on reconnaît sans toujours retenir le nom. Il passe dans des films, il joue des domestiques, des commerçants, des chefs irritables, des hommes pressés, des bourgeois ridicules. Il observe, il travaille, il apprend. Ce détail compte énormément, parce que lorsqu'il devient enfin une star, il n'a plus l'âge de prendre son temps. Il a déjà derrière lui des années d'attente. Il sait ce que signifie ne pas être attendu. Il sait ce que signifie devoir arracher chaque seconde d'attention. Alors, quand le public le choisit, il se donne entièrement. À partir des années 1960, tout s'accélère. Le gendarme de Saint-Tropez l'installe dans les foyers. Fantomas le rend impossible à ignorer. Le Cornio, la Grande Vadrouille, Oscar, Hibernatus, la Folie des Grandeurs, les aventures de Rabbi Jacob, les succès s'enchaînent. Son nom devient une promesse. Si Louis de Funès est à l'affiche, on vient pour rire. Mais le rire qu'il fabrique n'est pas reposant. Ce n'est pas un comique assis dans un fauteuil qui laisse tomber une phrase avec calme. De Funès joue avec tout le corps. Il bondit, grimace, accélère, s'étrangle, repart, explose à nouveau. Ces scènes demandent une énergie énorme. Son rythme est celui d'un homme qui donne l'impression de brûler plus vite que les autres. À l'écran, cette dépense paraît légère. Elle donne même l'illusion de la facilité. On se dit, il est comme ça, naturellement. Mais c'est une erreur. Son jeu est construit. Il répète, il ajuste, il cherche le bon geste, la bonne montée, le bon moment où la colère devient absurde. Il transforme la nervosité en architecture. Et cette architecture demande une concentration immense. Il faut imaginer un plateau avec de longues journées, des attentes, des reprises, des contraintes de lumière, des changements de décor, des assurances, des impératifs financiers. Puis il faut imaginer Louis de Funès obligé, au moment précis où la caméra tourne, de donner l'impression que tout explose spontanément. 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que la prise soit bonne. C'est là que se cache une première clé de son histoire. Le public voyait une énergie comique. Le corps, lui, encaissait une dépense réelle. Et il y avait aussi le poids de la responsabilité. Quand un film repose sur Louis de Funès, ce n'est pas seulement un rôle. C'est un budget, une équipe, des distributeurs, des salles, un public, une industrie entière qui attend le même miracle, faire rire encore. Chaque nouveau film doit confirmer le précédent. Chaque grimace doit être à la hauteur de la légende qui se forme autour de lui. Cette pression ne se voit pas dans les affiches, mais elle existe. Plus il devient populaire, moins il a droit à l'erreur. Et plus il travaille, plus son personnage public le dévore. On veut de lui de la vitesse, de la colère, du mouvement, du feu. On veut que Louis de Funès soit Louis de Funès, toujours plus. Pendant des années, il répond présent. Il tourne, il prépare. Il s'investit dans les scénarios, il discute les scènes, il cherche le gag, il coupe ce qui ralentit. Il veut que la mécanique comique soit nette. Cette exigence nourrit son succès, mais elle augmente aussi la tension. Puis arrive le milieu des années 1970. À ce moment-là, Louis de Funès est au sommet. Les aventures de Rabbi Jacob ont encore montré sa puissance auprès du public. Son nom est si fort qu'un projet peut se construire autour de lui avant même d'exister complètement. Parmi ces projets, il y a Le Crocodile, une comédie politique prévue avec Gérard Houry. Le film promet un rôle taillé pour lui, un dictateur extravagant, autoritaire, ridicule, un terrain idéal pour son art de la tyrannie comique.
Sur le papier, tout semble logique. Le réalisateur d'immenses succès, l'acteur le plus rentable du moment, une idée de personnage qui semble faite pour déclencher le rire. Mais c'est précisément à ce moment que le corps de Louis de Funès impose son veto. En 1975, il est victime de graves problèmes cardiaques. Les récits biographiques parlent généralement de 2 infarctus rapprochés, une alerte majeure qui le contraint à une hospitalisation et à un arrêt brutal. Certains récits populaires dramatisent la situation en parlant de table d'opération ou de sauvetage in extremis. Ce qui est sûr, avec prudence, c'est que l'épisode est assez grave pour bouleverser sa carrière et effrayer le milieu du cinéma. Le Crocode est abandonné, pas reporté simplement comme un caprice de calendrier, abandonné. Et ce seul fait montre l'ampleur du choc. Quand un projet porté par Louis de Funès et Gérard Houry disparaît ainsi, ce n'est pas une petite fatigue. C'est un signal que tout le monde comprend. L'acteur n'est plus assuré d'être physiquement capable de tenir le rythme. Pour le public, l'information arrive comme une inquiétude. Pour les producteurs, c'est un problème redoutable. Un film avec Louis de Funès coûte cher, mobilise beaucoup de monde, dépend fortement de sa présence. Si l'acteur ne peut pas terminer le tournage, le risque devient énorme. Et dans le cinéma, l'admiration ne suffit pas toujours à rassurer les assurances. À partir de là, une question se pose. Louis de Funès peut-il encore tourner ? La question paraît presque cruelle. Quelques mois plus tôt, il était l'un des hommes les plus puissants du box-office français. Et soudain, ce n'est plus son talent qu'on interroge, c'est son cœur, sa capacité à supporter une journée de plateau, sa résistance à l'effort, sa possibilité d'entrer dans une colère comique sans mettre sa santé en danger. Les médecins, selon les témoignages souvent rapportés, lui recommandent de ralentir fortement. Il doit se ménager, il doit surveiller son alimentation, il doit éviter les excès d'effort et de tension. Autrement dit, on demande à l'homme le plus nerveux du cinéma français de devenir raisonnable. Voilà le conflit central de son histoire. Le public veut l'explosion, les médecins veulent le calme. Les producteurs veulent la garantie. Lui veut encore jouer. Et ce conflit est d'autant plus fort que le comique de Louis de Funès repose justement sur ce que son corps doit désormais éviter. Il ne peut pas simplement revenir en faisant la même chose sans conséquence. Il ne peut pas être exactement le même homme qu'avant l'alerte. Le problème n'est pas seulement de reprendre un rôle, le problème est de réinventer une façon de faire rire sans se détruire. Pendant une période, il s'éloigne donc, il se repose, il vit davantage à l'écart, notamment dans son château de Clermont en Loire-Atlantique, où il trouve dans le jardinage et la vie plus retirée une forme de refuge. Cette image tranche avec celle du Louis de Funès électrique. Au lieu d'un plateau agité, on l'imagine dans un jardin, au milieu des plantes, loin des caméras, obligé d'écouter son corps. Mais même là, la question ne disparaît pas. Est-ce que cet homme peut vraiment se contenter de regarder sa carrière depuis la fenêtre ? Est-ce qu'un acteur qui a attendu si longtemps avant d'être reconnu peut accepter que tout s'arrête au moment où il est devenu indispensable ? Le plus intéressant, c'est que son retour ne se fait pas dans l'insouciance. Il ne revient pas comme si rien ne s'était passé. Il revient sous surveillance, sous condition, avec un corps qui impose désormais des règles. L'un des films qui marque ce retour est L'aile ou la cuisse, sorti en 1976, où il joue aux côtés de Coluche. Ce film est souvent cité comme son grand retour après ses alertes cardiaques. Et il est fascinant parce qu'on peut le regarder de 2 manières. La première, c'est celle du spectateur classique. Une comédie sur la gastronomie, la critique culinaire, l'industrie alimentaire, avec De Funès dans un rôle d'autorité maniaque, face à un Coluche plus jeune, plus moderne, plus populaire auprès d'une nouvelle génération. La seconde, c'est celle de quelqu'un qui connaît le contexte. Louis de Funès revient, mais il n'est plus seul à porter toute l'énergie du film. Coluche apporte un contrepoids. Le scénario peut répartir les efforts. La mise en scène peut tenir compte d'un acteur qu'il faut protéger. La comédie ne disparaît pas, elle se réorganise autour de nouvelles limites. Et c'est là que le retour devient plus émouvant qu'il n'en a l'air. De Funès n'essaie pas seulement de prouver qu'il est encore drôle, il doit prouver qu'il peut être drôle autrement. Avec moins de folie physique peut-être, avec une tension mieux dosée, avec une présence toujours vive mais plus encadrée. Le public répond présent, le succès rassure.
Louis de Funès n'est pas effacé. Il est toujours là. Son visage fonctionne encore, sa voix fonctionne encore, sa manière d'incarner l'autorité paniquée fonctionne encore. Mais quelque chose a changé. Le cinéma doit maintenant composer avec sa fragilité. Cette fragilité n'est pas seulement médicale, elle devient artistique. Elle modifie les choix, elle pèse sur les projets, elle impose un autre tempo. Après 1975, Louis de Funès tourne moins qu'au sommet de sa carrière. Les films sont plus espacés, le rythme n'a plus la même violence, et chaque nouveau tournage ressemble à un pari prudent. On peut y voir une diminution, mais on peut aussi y voir une victoire. Parce que beaucoup d'acteurs, après une telle alerte, auraient été rangés immédiatement dans la catégorie des souvenirs. Lui revient à l'écran et le public continue de rire. Il y a cependant une illusion à éviter. Il ne faut pas imaginer un homme inconscient, défiant les médecins par goût du danger, courant volontairement vers la catastrophe. Les choses sont rarement aussi simples. Louis de Funès semble plutôt avoir négocié avec ses limites. Il voulait jouer, mais il savait qu'il ne pouvait plus fonctionner comme avant. Son entourage, les producteurs et les réalisateurs devaient aussi s'adapter. Cette négociation se voit dans la suite de sa filmographie. La zizanie, avec Annie Girardot, le remet dans un univers de conflits domestiques et industriels. L'avare lui permet de rejoindre Molière, un rêve ancien souvent évoqué, dans un rôle qui correspond parfaitement à son goût pour les personnages obsédés, crispés, enfermés dans leur logique. La soupe aux choux l'emmène vers une comédie plus étrange, plus rurale, presque lunaire, avec Jean Carmé et Jacques Villeray. Puis il retrouve le gendarme dans Le Gendarme et les gendarmettes. Ces films n'ont pas tous le même statut dans la mémoire collective. Certains sont aimés avec tendresse, d'autres discutés. Mais ils racontent ensemble une chose. Louis de Funès n'a pas quitté la scène après sa grande alerte. Il a continué à chercher des formes, des partenaires, des personnages, des cadres qui lui permettaient d'exister encore. La question devient alors, pourquoi revenir ? La réponse facile serait parce qu'il aimait la gloire. Mais cette réponse est trop pauvre. Bien sûr, un acteur aime être reconnu. Bien sûr, un succès public offre une puissance rare. Mais chez Louis de Funès, il y a autre chose, un rapport presque vital au rire. Le rire pour lui n'est pas seulement une conséquence du métier, c'est la preuve que le travail fonctionne, c'est la validation immédiate d'une mécanique qu'il a patiemment construite. Un silence dans une salle peut tuer une scène, un éclat de rire peut la sauver. Le comique vit dans cette réaction directe, brutale, incontrôlable. Et Louis de Funès, plus que beaucoup d'autres, semble avoir cherché cette précision absolue, le moment où le corps du spectateur cède. Cette quête explique peut-être pourquoi l'arrêt a dû être si difficile. Quand votre art dépend du mouvement, du rythme, de la tension, l'immobilité forcée n'est pas seulement un repos, c'est une dépossession. Et pourtant, cette immobilité forcée révèle aussi l'homme derrière le masque. On découvre un Louis de Funès plus discret, plus inquiet, plus attaché à sa famille, à sa maison, à son jardin. On découvre que le tyran comique, si autoritaire à l'écran, n'est pas nécessairement un homme qui domine tout dans sa vie. Son corps lui échappe. Sa carrière lui échappe en partie. Les assurances, les médecins, les producteurs, le temps lui-même entre dans la pièce et lui rappelle qu'il n'est pas invincible. C'est précisément cette contradiction qui rend son parcours si captivant. Le public l'a aimé parce qu'il semblait possédé par une énergie infinie. Mais cette énergie avait une limite. Et quand la limite est apparue, le personnage n'a pas disparu. Il est devenu plus humain. Il faut aussi parler du malentendu de son jeu. On a parfois réduit Louis de Funès à des grimaces, comme si son succès venait seulement d'une agitation. Or, après ses problèmes cardiaques, on voit mieux ce que son art avait de plus profond. Si son corps devait se ménager, il pouvait encore faire rire par l'œil, par l'écoute, par le silence, par une variation minuscule de ton. Un grand comique n'est pas seulement quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui sait quand bouger, quand s'arrêter, quand laisser le ridicule naître dans l'attente. De Funès avait cette science. Son retour forcé à plus de mesures a rendu cette science plus visible. Dans L'aile ou la cuisse, par exemple, son personnage peut exploser, mais le film repose aussi sur des regards, des soupçons, des décalages avec Coluche. Dans l'avare, le corps est important, mais le texte, la diction, la raideur, l'obsession comptent tout autant. Dans La soupe aux choux,
Le rythme est souvent plus étrange, moins urbain, moins mécanique que dans ses grands succès des années 1960. On n'est plus toujours dans la course, on est parfois dans la bizarrerie, la nostalgie, le conte. Il y a là une leçon discrète. La contrainte peut réduire un artiste, mais elle peut aussi révéler une autre partie de lui. Cela ne signifie pas que tout soit devenu simple. Chaque retour sur un plateau comporte une tension. À chaque nouveau film, on peut se demander si le corps tiendra. À chaque scène énergique, il y a cette ombre derrière le rire. Le spectateur moyen n'y pense pas forcément. Il vient pour se divertir. Mais l'histoire, elle, garde la trace de cette inquiétude. Et cette inquiétude culmine avec la fin de sa vie. Louis de Funès meurt en janvier 1983, à l'âge de 68 ans, à la suite d'un malaise cardiaque, généralement présenté comme un infarctus. Cette fin donne à toute la période précédente une résonance particulière. Les alertes n'étaient pas des parenthèses sans conséquences. Elles étaient les signes d'une fragilité réelle, persistante. Il ne faut pas transformer cette histoire en légende simpliste. Dire qu'il a vaincu les infarctus serait trompeur. On ne vainc pas ainsi un cœur malade. On vit avec un risque. On aménage. On renonce à certaines choses. On en tente d'autres. On gagne du temps. Et parfois, ce temps permet encore quelques œuvres, quelques scènes, quelques rires. C'est ce temps gagné qui est bouleversant. Car après 1975, Louis de Funès aurait pu appartenir seulement au passé. On aurait parlé de lui comme d'un phénomène des années 1960 et du début des années 1970. On aurait revu la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, le Cornio, les gendarmes, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais il y a eu un après plus fragile, plus surveillé, plus lent, mais réel. Cet après nous oblige à regarder autrement ces derniers films. Ils ne sont pas seulement des comédies supplémentaires, ils sont des preuves de retour, des tentatives de continuer quand le corps a déjà envoyé un avertissement sévère. Des négociations entre l'envie de jouer et l'obligation de survivre. Et c'est peut-être pour cela que Louis de Funès reste si présent. Il n'est pas seulement un souvenir de dimanche soir, il est l'image d'un acteur qui a poussé son art jusqu'à une intensité rare, puis qui a dû apprendre à continuer autrement. Le prix du rire, dans son cas, n'est pas une formule, c'est une réalité concrète. Des journées de tournage, des nerfs tendus, une pression commerciale énorme, des alertes cardiaques graves, des projets annulés, des assurances hésitantes, des médecins prudents, un retour sous contrainte. Et malgré cela, une volonté de retrouver la caméra. Mais il faut ajouter une nuance essentielle. Le rire n'était pas seulement ce qui l'épuisait, c'était aussi ce qui le tenait debout. Pour un comique de cette taille, faire rire n'est pas une décoration, c'est une raison d'être. Quand le public rit, l'acteur reçoit une réponse que peu de métiers offrent avec autant de force. Cette réponse peut devenir une dépendance, mais aussi une source de vie. Louis de Funès a donc vécu dans une contradiction presque parfaite. Ce qui lui donnait son sens exigeait de lui une énergie que son cœur ne pouvait plus toujours payer. Et au lieu de résoudre complètement cette contradiction, il a avancé à l'intérieur d'elle. Moins vite, plus prudemment, mais il a avancé. On comprend alors pourquoi son histoire fascine encore. Elle ne raconte pas seulement un acteur malade qui revient au cinéma. Elle raconte une question plus large. Que reste-t-il de nous quand on nous interdit ce qui nous définit ? Pour Louis de Funès, la réponse n'a pas été un grand discours. Elle a été un plateau. Un rôle, une scène, un regard, une colère plus contrôlée, une grimace peut-être moins explosive, mais encore exacte. Un public qui rit encore. Il y a quelque chose de profondément français dans cette trajectoire, au sens culturel du terme. De Funès appartient à une tradition où le comique est sérieux. Molière, le vaudeville, la farce, la satire sociale. Faire rire n'est jamais seulement faire du bruit, c'est révéler les travers humains. L'avarice, la vanité, l'autorité ridicule, la peur du déclassement, l'obsession du contrôle. De Funès a incarné tout cela avec une intensité unique. Ces personnages veulent commander, mais ils paniquent. Ils veulent contrôler, mais le monde leur échappe. Ils veulent être respectés, mais ils deviennent grotesques. Et plus leur dignité s'effondre, plus le public rit. Après ces infarctus, cette mécanique prend une dimension presque personnelle. L'homme qui jouait des personnages obsédés par le contrôle devait accepter que son propre corps ne se contrôle pas entièrement. C'est peut-être cette fissure qui rend ses dernières apparitions si touchantes. On ne rit pas moins, mais on sait davantage. On sait que derrière la colère comique, il y a
a un effort. Derrière le mouvement, une prudence. Derrière le retour, une peur possible. Et pourtant, l'écran conserve la magie. Dès qu'il apparaît, quelque chose se tend, puis se dérègle. Il faut aussi rappeler que son succès populaire a longtemps dépassé le regard critique. Comme beaucoup d'acteurs comiques, il n'a pas toujours été considéré avec le sérieux qu'il méritait. Le public l'adorait, mais une partie de la critique pouvait voir en lui un comique trop mécanique, trop répétitif, trop commercial. Le temps a corrigé une partie de ce jugement. Aujourd'hui, il est plus facile de reconnaître la précision de son jeu, la difficulté de son rythme, la singularité de sa présence. Ses problèmes cardiaques contribuent, paradoxalement, à cette relecture. Quand on comprend la dépense physique exigée par son art, on cesse de voir seulement des grimaces. On voit un instrument poussé très loin. On voit un acteur qui utilise son visage comme un orchestre, son corps comme une percussion, sa voix comme une montée de pression. Et on comprend que cet instrument pouvait s'user. Le rire, chez lui, n'était pas gratuit. Il était fabriqué à haute intensité. Ce qui frappe aussi, c'est que Louis de Funès ne pouvait pas être remplacé facilement. Beaucoup d'acteurs peuvent reprendre un rôle écrit, mais un rôle pensé pour De Funès dépend de son tempo, de sa manière de passer d'un calme apparent à une rage minuscule, puis à une explosion, de sa façon d'écraser les syllabes, de fixer un interlocuteur, de se redresser comme un coq vexé. Quand il tombe malade, ce n'est pas seulement un acteur qui manque, c'est une grammaire comique entière qui devient indisponible. L'abandon du crocodile le montre bien. On aurait pu, en théorie, confier le rôle à quelqu'un d'autre, mais dans les faits, le projet perdait son centre. Le film imaginé autour de son énergie ne pouvait pas simplement continuer sans lui. Son absence prouvait son importance, et quand il revient, le cinéma français doit faire avec cette vérité. Louis de Funès est irremplaçable, mais Louis de Funès est vulnérable. C'est une équation difficile. Elle explique sans doute la prudence, les ajustements, les tournages plus surveillés. On pourrait croire que cette vulnérabilité diminue le mythe. En réalité, elle l'épaissit. Les artistes complètement invincibles n'existent pas. Ce sont les affiches qui les inventent. Les vrais artistes ont des corps, des peurs, des limites, des médecins, des contrats, des nuits d'inquiétude. Louis de Funès aussi. Et c'est parce qu'il avait tout cela qu'il devient plus qu'une icône comique. Il devient un homme dont le métier a coûté quelque chose. Il ne faut pas non plus oublier le spectateur. Le spectateur ne demande pas à l'acteur de souffrir. Il achète une place, il regarde un film, il rit. Mais le système autour du rire peut pousser très loin ceux qui savent le produire. Quand un acteur devient synonyme de succès, chaque nouvelle production cherche à retrouver la formule. Et la formule, chez De Funès, c'était souvent l'intensité. Toujours plus de tension, plus de vitesse, plus de réaction. Le corps a fini par rappeler que même les formules gagnantes ont une limite biologique. Cette histoire peut donc se lire comme un avertissement, sans faire de morale facile. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas travailler passionnément. Elle ne dit pas qu'il faut renoncer dès que le risque apparaît. Elle dit simplement que la passion a un coût, surtout quand elle devient une industrie, et que le génie comique, parce qu'il semble léger, cache parfois une violence d'effort que l'on sous-estime. Louis de Funès a payé une partie de ce coût, mais il a aussi laissé une œuvre qui continue de circuler, de passer à la télévision, d'être citée, imitée, transmise. Des enfants rient encore de ses colères sans connaître son histoire médicale. Des adultes le revoient avec nostalgie. Des comédiens étudient son rythme. Des spectateurs étrangers découvrent dans ses films une forme très française de chaos organisé. C'est là que le paradoxe se referme. Son cœur fragile a limité sa carrière, mais il n'a pas effacé son rire. Les infarctus ont interrompu des projets, ralenti son rythme, modifié sa trajectoire. Ils n'ont pas réussi à le sortir immédiatement de l'imaginaire collectif. Au contraire, ils donnent aujourd'hui à son parcours une profondeur supplémentaire. Quand on regarde Louis de Funès maintenant, on peut rire comme avant. Mais on peut aussi voir autre chose, le visage d'un homme qui a attendu longtemps son heure, qui a travaillé avec une exigence féroce, qui a transformé la nervosité en art populaire, qui a été arrêté net par son cœur au moment où le cinéma voulait encore plus de lui, puis qui est revenu, non pas comme un surhomme, mais comme un artiste obligé de composer avec sa propre fragilité. Et c'est peut-être la plus belle manière de comprendre son héritage. Louis de Funès n'a pas été grand parce qu'il était infatigable. Il a été grand parce qu'il a donné l'impression de l'être, tout en portant les limites d'un homme réel. Son rire n'était pas celui d'un corps invincible. C'était le rire arraché à un corps qui, un jour, a dit stop.
La prochaine fois que vous verrez une de ces colères à l'écran, regardez bien le détail. Le regard qui se durcit, la bouche qui se pince, le corps qui se tend, la voix qui monte. Tout semble exploser, mais tout est contrôlé. Et derrière ce contrôle, il y a une vie entière de travail, d'attente, de pression et de retour. Voilà le vrai prix du rire chez Louis de Funès. Faire croire à la légèreté avec une discipline énorme, puis continuer à faire rire quand la légèreté n'est plus possible dans sa propre vie. Si cette histoire vous a fait regarder Louis de Funès autrement, gardez cette idée en tête. Les grands comiques ne nous offrent pas seulement des moments drôles, ils nous donnent une énergie qu'ils ont dû prendre quelque part. Chez lui, cette énergie venait d'un feu intérieur extraordinaire. Mais même les feux les plus puissants ont besoin d'air, de repos et de temps. Louis de Funès n'en a pas toujours eu assez. Pourtant, il nous a laissé assez de rire pour plusieurs vies. Et vous, la prochaine fois que vous reverrez l'un de ces films, quelle scène regarderez-vous différemment ?